Bonjour à tous, même s'il ne faut pas abuser des bonnes choses, on va continuer l'algèbre linéaire en corrigeant maintenant l'exercice, non pas 67 mais 68, qui va porter sur un endomorphisme sur un espace vectoriel abstrait de dimension 3. Donc on ne sait rien sur cet espace vectoriel E, à part qu'il est de dimension 3, et on nous en donne une base B égale E1, E2, E3. Donc on ne sait pas qui sont E1, E2, E3, ce sont des vecteurs de l'espace vectoriel E, ça pourrait être des suites, ça pourrait être des polynômes, ça se trouve en fait tout ça est un troll, et E c'est jamais que R3, et B c'est la base canonique. C'est encore une fois un avantage qu'on a vu plusieurs fois de l'algèbre linéaire, que les mêmes méthodes s'appliquent à beaucoup de cadres, et on n'a même pas besoin de savoir dans quel cadre précis on travaille pour obtenir des résultats. Et ici c'est le cas, on a un espace vectoriel de dimension 3 qui pourrait être absolument n'importe quoi, et il est muni d'une base, et on nous donne un endomorphisme dont la matrice dans cette base est donnée par la matrice A ici. Pourquoi ça suffit? Ça suffit parce qu'on a vu en cours que l'application qui a un endomorphisme de E associe sa matrice dans la base B qu'on a choisie, ça c'est une bijection. Donc pour chaque matrice de taille 3, 3, il existe un unique endomorphisme, tel que cette matrice, c'est la matrice de F dans la base B. Et donc il suffit de connaître la matrice A pour connaître l'endomorphisme de F, alors que c'est une application linéaire qui va de E dans E, où E est un espace vectoriel dont on ne sait a priori rien sauf sa dimension, et on a donné un rang à une base quelconque. Et on va voir ce qu'on peut en déduire. On va voir qu'en calculant A carré, on va pouvoir en déduire quelque chose sur F moins F, ça c'est une application de la formule de composition. On va déterminer une base de l'image de F, une base du noyau de F. On va montrer que leur union est une base de E tout entier, ce qui revient à dire en fait que E est somme directe de l'image de F et du noyau de F. Et on pourra donner la matrice F dans la base B', et on verra que la base B' est beaucoup plus adaptée pour étudier F que la base qu'on nous donne au départ, la base E1, E2, E3, puisque la matrice de F, il y aura une forme beaucoup plus sympathique que A. Vaste programme, donc allons-y. Alors ça c'était l'exercice précédent, hop là, on oublie ça, et on recommence sur une belle page toute fraîche avec l'exercice 68 de notre feuille de TD. Donc on a B, c'est E1, E2, E3. Une base d'un espace vectoriel E, qui est donc de dimension 3. Et F, c'est l'unique endomorphisme de E, tel que sa matrice dans la base B soit donnée par la matrice A, 2, moins 1, 1, 2, moins 1, moins 1, 1, 0, moins 1, et 1, moins 1, 0. Et la première chose qu'on nous demande, c'est de calculer A carré. Donc A carré, le produit de A avec elle-même, donc 2, moins 1, moins 1, 1, 0, moins 1, 1, moins 1, 0, fois la même, donc 2, moins 1, moins 1, 1, 0, moins 1, 1, moins 1, 0. Calculons donc ça. Qu'est-ce qu'on obtient? Le premier coefficient, ça va nous faire 2 fois 2 plus 1 fois moins 1 plus 1 fois moins 1, donc il nous reste 2. Deuxième coefficient, moins 1 fois 2 plus 0 fois moins 1 plus moins 1 fois moins 1, ça nous fait moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Troisième coefficient, moins 2 plus moins 1 fois moins 1, donc plus 1 plus 0, donc ça nous fait aussi moins 1. Tiens, c'est marrant, c'est la même chose que la première ligne de A. Voyons où ça nous mène. À la deuxième ligne, donc 2 fois 1, 2, plus 0 fois 1, 0, plus 1 fois moins 1, donc moins 1, donc ça va être un 1, ça commence à se confirmer. Moins 1 fois 1, moins 1, plus 0 fois 0, plus moins 1 fois moins 1, c'est-à-dire plus 1, ça fait 0. Décidément, ça y ressemble vraiment. On a à peine envie de continuer à calculer. On pourrait tricher ici, mais on ne le fait pas. Moins 1 fois moins 1, plus 0 fois moins 1, 0, plus 0 fois moins 1, 0. Et ça nous fait donc 1, moins 1. Et la dernière ligne, 2 fois 1, 2, plus moins 1 fois 1, plus 0 fois, donc ça nous fait un 1. Ça commence vraiment à ressembler beaucoup à A, et il ne nous reste plus que deux coefficients pour en être vraiment bien sûr.
moins 1 fois 1, plus 0 fois moins 1, plus 1 fois 1, moins 1. Et là, il nous reste 1 fois moins 1, donc moins 1, plus moins 1 fois moins 1, plus 1, plus 0 fois 0, donc tout ça fait 0. Donc, confirmé, A carré, ça fait A. Qu'est-ce qu'on peut en déduire, nous demande-t-on, sur F carré? Eh bien, on sait par la formule qui fait le lien entre la composition d'endomorphisme et le produit matriciel que A, donc par définition, c'est la matrice de F dans la base B au carré, c'est pareil que la matrice de F carré dans la base B. Vous vous rappelez, F carré, c'est la notation qu'on utilise en algèbre linéaire pour F rond F, et c'est justement à cause de ce lien entre matrice et endomorphisme qu'on utilise cette notation. Donc attention, F carré, ça veut pas dire l'application F qu'on met au carré, ça voudrait rien dire de toute façon, puisqu'on, a priori, euh, F est à valeur vectorielle, donc d'ailleurs pas a priori, F est à valeur vectorielle puisque c'est un vectoriel de dimension 3 et on n'a a priori aucune façon de mettre ça au carré. Donc attention à ne pas se tromper ici. Et donc c'est la matrice de F rond F dans la base B. Donc ce qu'on a obtenu, c'est que la matrice de F dans la base B, c'est la même que la matrice de F rond F dans la base B. Or, je vous l'ai dit au début, l'application qui va des endomorphismes de E dans les matrices de taille 3 et qui a un endomorphisme phi associe sa matrice dans la base B, pardon, pas la base canonique, on ne sait pas qui c'est de toute façon. Ça, c'est une bijection. En particulier, elle est injective, donc si la matrice de F dans la base B, qui est l'image de F par cette application, est égale à l'image de F rond F par cette application, on en déduit que F égale F rond F. Donc F est une application telle que F carré égale F, et on avait déjà étudié ce type d'application dans un exercice précédent, que je le retrouve dans ma magnifique feuille de TD, l'exercice 52. Dans l'exercice 52, on avait fait tout un exercice sur les endomorphismes tels que F rond F égale F, et qui sont non nuls, ce qui est le cas ici, puisque sinon la matrice A serait la matrice nulle. Donc ce qu'on a obtenu ici, c'est que F est un projecteur, voire exercice 52. Si vous n'avez pas regardé l'exercice 52, ce n'est pas grave. De toute façon, on va pas l'utiliser cette connaissance que nous avons pour déterminer, pour répondre aux questions suivantes. Et donc, quelles sont les questions suivantes? On nous demande de déterminer une base de l'image de F et une base du noyau de F. Et donc, ici, on va utiliser quelque chose qu'on a vu quand on a parlé de la façon dont les applications linéaires se relient aux familles de vecteurs. On avait vu que l'image d'une application linéaire F était engendrée par l'image des vecteurs d'une base. Donc ici, B est une base de E, donc F de 1, F de E2, F de E3 est une famille génératrice de l'image de F. Donc ce qu'on en déduit, c'est que F de 1, F de E2, F de E3 est une famille génératrice de IMF. Mais nous, on veut une base de IMF, donc il faudrait vérifier si cette famille est libre, et sinon, quel vecteur on peut enlever. Donc, vérifions si elle est libre. Pour ça, on va prendre lambda 1, lambda 2, lambda 3, tel que lambda 1 f de 1 plus lambda 2 f de 2 plus lambda 3 f de 3 égale 0. Et on va vérifier, on va se demander si forcément dans ce cas-là, lambda 1, lambda 2 et lambda 3 sont nuls, ou s'il existe une solution non nulle, auquel cas on obtiendra une combinaison linéaire non nulle de f de 1, f de 2, f de 3, ça nous dira que la famille n'est pas libre, et en plus ça nous dira quel vecteur on peut enlever. Donc soit lambda 1, lambda 2, lambda 3 scalaires, tels que lambda 1
f de 1 plus lambda 2 f de 2 plus lambda 3 f de 3 et le vecteur nul 2. Comment on va faire? On ne sait pas qui est f et on ne sait pas qui sont E1, E2 et E3. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il n'y a pas que les applications linéaires qu'on peut représenter par des matrices, on peut aussi représenter les vecteurs dans une base de données par un vecteur colonne. C'est quelque chose d'autre qu'on a abordé dans le même chapitre. Et donc dire que lambda 1 f de 1 plus lambda 2 f de 2 plus lambda 3 f de 3, ça fait le vecteur nul, c'est pareil que de dire que lambda 1 fois le vecteur colonne qui représente f de 1 dans la base B, plus lambda 2 fois le vecteur colonne qui représente f de 2 dans la base B. Donc c'est les vecteurs colonnes qui sont formés des coordonnées de f de 1, f de 2, f de 3 dans la base B. Donc ce sont des vecteurs de R3. Si cette combinaison linéaire de ces trois vecteurs fait le vecteur qui représente le vecteur nul dans la base B, et ça c'est toujours 0, 0, 0. Mais maintenant, f de 1 dans la base B, on connaît. Pourquoi? Parce que par définition de la matrice de f dans la base B, c'est la première colonne de cette matrice. Donc f de 1 dans la base B, c'est la première colonne de la matrice A. Ça, là, c'est la première colonne de A. Et de même, f de 2, c'est la deuxième colonne de A. Et f de 3, le vecteur qui représente f de 3 dans la base B, c'est la troisième colonne de A. Donc vous voyez qu'ici, la représentation matricielle va nous suffire à comprendre cette combinaison linéaire, même si elle porte sur des vecteurs sur lesquels on ne sait pas grand-chose. Du coup, on peut remplacer ce premier vecteur par la première colonne de A, qui est le vecteur de 1, 1. On peut remplacer f de 2 dans la base B par la deuxième colonne de A, moins 1, 0, moins 1. Et f de 3 dans la base B, c'est la troisième colonne de A, moins 1, moins 1, 0. Ça alors, est-ce que ce serait pas quelque chose qu'on peut réécrire comme un système linéaire d'inconnus lambda 1, lambda 2 et lambda 3? Donc là, on est complètement en terrain connu. On a une combinaison linéaire de vecteurs de R3, de lambda 1 moins lambda 2 plus lambda 3 égale 0. On obtient un beau système linéaire d'inconnus lambda 1, lambda 2 et lambda 3. Et que nous dit-il ce système? Donc vous voyez que les deux dernières lignes nous disent lambda 1 égale lambda 3, lambda 1 égale lambda 2. Et que nous dit dans ce cas-là la première ligne? Donc lambda 1 égale lambda 2, lambda 1 égale aussi lambda 3, donc les trois coefficients sont égaux, avec un peu de chance, la première ligne va nous dire qu'ils sont tous nuls. Donc on a 2 lambda 1, moins lambda 2, mais lambda 2 ça fait lambda 1, moins lambda 3, mais lambda 3, donc là c'est un moins. Oups, pardon, ce truc-là, en fait, contrairement aux apparences, c'était un moins, voilà, très bien. Donc, 2 lambda 1 moins lambda 2 moins lambda 3, ça nous fait 2 lambda 1 moins lambda 1 moins lambda 1. Donc non, la première ligne, elle nous fait 0 égale 0. Donc ce que ça nous dit, en fait, c'est que lambda 1, lambda 2 et lambda 3 est solution de ce système si et seulement si lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3. Mais pas forcément égal à 0. N'importe quel lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 sont solutions du système. Donc en fait, on a plein de solutions non nulles. Donc en particulier, si on prend lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 égale 1, on obtient que f de 1 plus f de 2 plus f de 3, ça fait 0. Peut-être que vous avez déjà vu, si vous êtes malin, à l'œil nu, que en fait, si on fait la somme des colonnes de A, donc f de 1 dans la base B plus f de 2 dans la base B plus f de 3 dans la base B, ça nous fait effectivement 0. Donc en fait, vous pouviez remarquer directement que la somme de ces trois vecteurs ici est nulle, puisque la somme de leur représentation dans la base B est nulle. Donc dans ce cas-là, vous pouviez vous passer du système et sauter directement ici. Donc par exemple, f de 1, on peut l'exprimer
en fonction de f de E2 et f de E3, c'est moins f de E2 moins f de E3. Donc la famille est liée, et en particulier, l'espace vectoriel engendré par f de E1, f de E2, f de E3, bah vous voyez qu'f de E1, en fait, on peut l'exprimer en fonction des deux autres. Donc l'ensemble des combinaisons linéaires de f de E1, f de E2, f de E3, autrement dit vect f de E1, f de E2, f de E3, dont on a dit que c'était imf, l'image de f, engendrée par f de E1, f de E2, f de E3, en fait, elle est aussi engendrée par juste f de E2 et f de E3. Les combinaisons linéaires de f de E1, f de E2, f de E3, puisqu'on peut exprimer f de E1 en fonction des deux autres, c'est aussi des combinaisons linéaires de f de E2 et f de E3. Et maintenant, est-ce que cette famille-là, f de E2, f de E3, elle est libre? Ce qu'on peut observer, c'est que la famille des vecteurs colonnes qui représentent f de E2 et f de E3 dans la base B, donc c'est les deux dernières colonnes de A, c'est -1, 0, -1 et -1, -1, 0. C'est ça, c'est ça. Ils sont non collinaires. Donc la famille de ces vecteurs colonnes, elle est libre, et ça nous dit que la famille f de E2, f de E3, elle est aussi libre. Si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez le vérifier. Si les représentations de deux vecteurs, enfin d'une famille de vecteurs d'ailleurs, dans une base B forment une famille libre, alors la famille de vecteurs au départ forme elle aussi une famille libre. Parce que si vous aviez une combinaison linéaire nulle, vous pourriez l'exprimer dans la base B et ça vous donnerait une combinaison linéaire nulle. Si vous n'êtes pas convaincu, je vous laisse l'écrire. Par contre, la famille f de E2, f de E3, elle est libre, et c'est une base de imf. Donc on voit ici comment la représentation matricielle nous permet de déterminer une base de l'image de f, même si on ne sait pas du tout qui est f, qui est E1, E2, E3, ni même dans quel espace vectoriel on travaille. C'est une des grandes puissances de l'algèbre linéaire dont on avait déjà parlé plusieurs fois, et qui trouve son illustration ici dans le cadre des représentations matricielles. Quelle est la suite des événements? On doit faire de même avec le noyau de f. Donc, déterminons maintenant une base de ker f. On a un vecteur U dans notre espace vectoriel inconnu E, il est dans ker f, par définition, si et seulement si, et bien si et seulement si, f de U égale 0. Et encore une fois, on ne sait rien ni sur U, ni sur f, ni même 0E, on ne sait pas qui c'est, puisqu'on ne sait même pas qui est E. Mais ce qu'on sait par contre, c'est qu'on peut encore passer aux représentations dans la base B, et ça nous dit que le vecteur colonne qui représente f de U dans la base B, il doit être égal au vecteur nul de R3, qui représente le vecteur nul de E dans la base B. Or, et c'est là qu'on utilise encore l'application, la représentation matricielle, f de U dans la base B, c'est égal au produit de la matrice de f dans la base B par le vecteur colonne qui représente U dans la base B. Donc, pour avancer, on va noter x, y, z, les coordonnées de U dans la base B. Et du coup, ce que nous dit cette dernière équivalence, c'est que U, il est dans ker f, si et seulement si la matrice qui représente f dans la base B, donc on a dit la matrice A, fois le vecteur colonne des coordonnées de U dans la base B, donc ce que j'ai appelé x, y, z, égale 0, 0, 0. Est-ce que ça n'a pas furieusement une tête de système linéaire? Eh bien si, puisque si on exprime
le produit A fois x, y, z, on obtient le système suivant, 2x moins y moins z égale 0. X moins z égale 0. Y moins z, x moins y, pardon, égale 0. Et donc ça, les deux dernières lignes nous disent x égale y et x égale z. Donc en fait, x égale y égale z. Et 2x moins x égale 0. Donc la première ligne, en fait, serait écrit 0 égale 0. Si ça vous rappelle furieusement ce qu'on vient de faire avec lambda 1, lambda 2 et lambda 3, c'est normal, c'est parce qu'en fait, c'est le même calcul qu'on interprète différemment. On pourra discuter de pourquoi ça fait ça un peu plus tard. Mais c'est toujours cette idée de dualité entre noyau ou image. On en reparlera. Donc ça revient juste à dire, oups, ce trait-là, il sert à rien, voilà, dégage, que x égale y égale z. Donc U, il est dans le noyau de f, si et seulement si les trois coordonnées de sa représentation dans B sont égales. Autrement dit, si et seulement si le vecteur U dans la base B, il est de la forme x, x, x pour x dans R. Ça revient à dire que le vecteur U, oups là, pardon, le B ici, il est dehors. Il appartient, c'est un multiple de 1 à 1, il appartient donc à l'espace vectoriel engendré par 1 à 1. Mais ça, c'est les représentations dans B. C'est quoi le vecteur qui est représenté par 1 à 1 dans la base B? Eh bien, c'est le vecteur E1 plus E2 plus E3. Et comme précédemment avec les familles libres, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que c'est la même chose de dire que la représentation de U dans la base B, le vecteur colonne qui représente U dans la base B, est dans l'espace vectoriel engendré par le vecteur E1 plus E2 plus E3 dans la base B, et de dire que U lui-même est dans l'espace vectoriel engendré par E1 plus E2 plus E3 dans la base B. Encore une fois, c'est quelque chose que je vous invite à vérifier si vous n'êtes pas convaincu. Et évidemment, on pourra en reparler si vous avez des questions. Pardon, c'est pas du tout vect E1, E2, E3, ça c'est une tautologie, puisque de toute façon E1, E2, E3 c'est une base, donc évidemment que U il est dans vect E1, E2, E3, moi ce qui m'intéresse c'est qu'il est dans vect E1 plus E2 plus E3, donc contrairement à une apparence, ce ne sont pas des virgules que vous avez vues, ce sont des plus. Et donc ce vecteur, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler U0, et puisqu'il est non nul, hein, c'est la somme de trois vecteurs de base, c'est une base de ker F. Maintenant, on nous demande de vérifier que si j'appelle B' la famille donc, que j'obtiens en mettant ensemble les vecteurs de la base de ker F et de la base de im F que j'ai trouvé juste avant, alors ce truc-là doit être une base de E. Donc remarquons qu'en fait ça revient à dire que ker F et im F sont en somme directe et que leur somme directe, ça fait E. Et ça, c'est quelque chose dont on avait aussi déjà parlé dans l'exercice sur les projecteurs. Donc vous pouvez reprendre cet exercice. Dans ce cas-là, on peut sauter à la conclusion, mais au cas où vous en rappelez plus, on va le refaire. Donc ceci revient à montrer que E est somme directe de ker F et im F.
Donc parce qu'on avait vu que c'est pareil de montrer que E est somme directe de deux sous-espèces vectorielles F et G, et de dire qu'une base de F union une base de G donne une base de E. C'était un des théorèmes qu'on avait vu en gros. Et donc cette propriété, on l'a montrée dans l'exercice 52 sur les projecteurs. Mais on va le refaire parce que cette fois, on va pouvoir l'interpréter encore une fois en termes de représentation matricielle et c'est intéressant aussi. Donc remarquons que B' c'est une famille à 3 vecteurs dans E qui est de dimension 3, c'est la seule chose qu'on sait sur E. On va clore ici la remarque. Donc B' est une famille de 3 vecteurs dans E qui est de dimension 3, donc il suffit de montrer qu'elle est libre. Et comme précédemment, on va passer aux représentations. Aux représentations dans la base B. Donc, soit lambda 1, lambda 2, lambda 3, tel que lambda 1 U0 plus lambda 2 f de U2 plus lambda 3 f de U3 égale le vecteur nul de E, le mystérieux vecteur nul de E. Et comme précédemment, ceci équivaut au fait que les représentations matricielles de U0, f de U2 et f de U3 donnent le vecteur nul. Plus précisément, lambda 1 fois le vecteur colonne qui représente U0 dans la base B, plus lambda 2 fois le vecteur colonne qui représente f de E2 dans la base B, plus lambda 3 fois le vecteur colonne qui représente, hop là, on va bouger ça, f de E3 dans la base B, soit égal au vecteur qui représente le vecteur nul dans la base B, c'est-à-dire le vecteur 0, 0, 0. Maintenant, on a dit que c'était qui U0 dans la base B, on a dit que c'était le vecteur 1, 1, 1. U0, c'est E1 plus E2 plus E3, donc le vecteur colonne qui le représente dans la base E1, E2, E3, c'est 1, 1, 1. F de E2, on a déjà dit, dans la base B, c'est, par définition de la matrice représentative, la deuxième colonne de A. Donc 0, moins 1, 0, moins 1. Et pareil, F de E3 dans la base B, c'est la troisième colonne de A, c'est moins 1, 0. Et ça doit être égal à 0, 0, 0. Et là, on est à nouveau en terrain complètement connu. On a un magnifique système linéaire d'inconnus lambda 1 moins lambda 2, d'inconnus lambda 1, lambda 2 et lambda 3, qui s'écrit lambda 1 moins lambda 2 moins lambda 3 égale 0, lambda 1 moins lambda 3 égale 0, et lambda 1 moins lambda 2 égale 0. Qu'est-ce que ça nous dit ça? Bah, un peu comme les fois précédentes, les deux dernières lignes ont la gentillesse de nous dire que lambda 1 c'est lambda 2 et que lambda 1 c'est aussi lambda 3. Et la première nous dit lambda 1 moins lambda 1 moins lambda 1, ça fait 0. Donc lambda 1 égale 0, et comme ils sont tous égaux, ça nous dit que lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 égale 0. Donc la famille est libre et c'est une base de E. Et on nous demande enfin de calculer la matrice de F dans cette base, et vous allez voir que, puisqu'on a bien choisi nos vecteurs U0
f2e2 et f2e3, en fait, on les a construits en fonction de f. Ce sont des vecteurs qui ont un rapport avec l'application f. Eh bien, la matrice de f dans cette base va être particulièrement agréable. Et donc, je remets ma tête ici pour avoir de la place à gauche. Matrice de f dans la base B'. Et donc, par définition de la matrice de f dans la base B', pour la déterminer, il faut qu'on calcule l'image par f des vecteurs de B' et qu'on les exprime dans la base B'. Or, f de U0, le premier vecteur de B', f de U0, puisque U0 est donc un f, ça nous fait le vecteur nul. Donc 0 fois U0 plus 0 fois f de E2 plus 0 fois f de E3. Donc la première colonne de la matrice de f dans la base B', et bien c'est tout simplement une colonne de 0. Maintenant, l'image du deuxième vecteur, c'est f de E2, donc c'est f carré de E2, hein, toujours avec les notations en algèbre binaire, et f carré, on a dit, ça fait f. Donc f de E2, ce n'est autre que f de E2, c'est-à-dire 0 fois U0 plus 1 fois f de E2 plus 0 fois f de E3. Ça, c'est sa décomposition dans la base B'. Donc la deuxième colonne de la matrice de f dans la base B', c'est ce vecteur colonne, le vecteur qui représente f de E2 dans la base B', à savoir 0, 1, 0. Et enfin, f du troisième vecteur de B', donc f de E3, exactement pour la même raison, c'est f de E3. Puisqu'on a montré à la question 1 que f moins f égale f. Et donc, la troisième colonne de la matrice f de f dans la base B', c'est les coordonnées de f de E3 dans la base B', donc c'est 0 fois U0 plus 0 fois f de E2 plus 1 fois f de E3. Donc au total, la matrice de f dans la base B', on l'obtient en mettant toutes ces colonnes les unes à côté des autres, ça nous fait 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et vous voyez que c'est une matrice particulièrement simple, elle est diagonale, elle a que des 0 et des 1, ça va être un plaisir de travailler avec. Et du coup, ici vous avez enfin cette illustration du truc que j'arrête pas de vous vendre depuis le début et que j'avais jamais illustré jusqu'alors. Ça y est, chose promise, chose due. Ici on voit qu'en travaillant un peu sur f, on peut choisir une base dans laquelle la matrice de f est particulièrement agréable. Ça veut dire que ça va être très facile dans cette base de calculer les puissances de f, le noyau de f, l'image de f, le produit de f par une autre application, ce genre de choses. Et en fait, ce qu'on a fait ici, on peut le faire avec n'importe quel projecteur. N'importe quel projecteur, on va pouvoir trouver une base comme ça, bien choisie, qui nous donne une matrice diagonale avec que des 0 et des 1. Donc remarque, en fait, tout projecteur sur un espace vectoriel de dimension finie admet une base dans laquelle sa matrice va être une matrice diagonale avec des 0 jusqu'à un certain point et des 1 jusqu'à un certain point et des 0 partout ailleurs. Donc ça nous a permis d'aller sur un exemple un peu plus loin sur l'espace des projecteurs et vous pouvez vous amuser, si vous aimez les défis, à démontrer ce fait un peu plus abstrait
comment on trouverait une base telle que la matrice d'un projecteur dans cette base, ce soit une matrice diagonale avec des 0 et des 1 en vous inspirant simplement de la dernière partie de cet exercice. Et donc si je vous dis que c'est un défi, ça veut dire que je ne compte pas le faire, en fait je compte même m'arrêter là, et je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous remercie de votre attention.